Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode des UBBistes. 10 comme le nombre de points au classement de notre équipe en Champions Cup. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois cette semaine et je suis toujours accompagné du professeur Yannou. Salut Yann. Salut mon Cyril. T'as passé un bon week-end avant ce beau match? Ouais, très bien, c'est un beau match. Ouais, tu t'es régalé? Oui. Bon, bah écoute, pour ce 10e épisode, on va garder un agenda classique. On reviendra d'abord sur la victoire du week-end, avant de faire une pause pour jeter un petit coup d'œil au classement de la poule. Place ensuite au retour du top 14 avec Morgane de Rugby Comics qui nous présentera la rencontre face au Castres Olympique, avant de traiter de l'actu du club et de vous rappeler le souvenir d'un ancien de l'UBB. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs, mais qu'à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Ce samedi après-midi, l'UBB se rendait au Kingspan Stadium de Belfast pour y défier l'Ulster pour le compte de la deuxième journée de Champions Cup. On a eu le droit à une physionomie similaire au match de dimanche dernier face aux Tigers, puisque nous sommes rentrés au vestiaire menés 3 essais à 2, malgré d'ailleurs un essai rapide de Tatafou en début de rencontre, mais quand même bien handicapé par une défense approximative et 3 cartons jaunes en première, reçus par Gazzotti, Poirot et Moefana. Mais comme la semaine précédente, on va revenir avec des bien meilleures intentions et on va infliger un 26-0 en seconde grâce à 4 essais de Damien Penaud, Guido Petit, Louis Bielbiaré et Hugo Boniface. Score final 19-40. Et on passe maintenant aux points négatifs, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Bon, dans les axes d'amélioration, très clairement, je pense qu'on peut citer, en tout cas en première mi-temps, une défense approximative que je mentionnais. Moi, j'ai le souvenir de voir Lachlan Swinton rater 4 plaquages dans les 10-15 premières minutes. Clairement, il est resté au vestiaire parce que je ne l'ai jamais vu être aussi peu concerné et tranchant dans ses plaquages. Et même Carberry aussi, je l'ai vu rater 2 plaquages en première. Enfin, on avait vraiment des trous dans la défense et du coup, ça nous a empêché de pouvoir mettre la main sur le ballon. Ouais, clairement un énorme souci. Alors Swinton, je crois que c'est dans les 8 premières minutes, il a loupé 4 ou 5 plaquages. Et en plus des beaux plaquages bien loupés, quoi. C'est-à-dire il a essayé d'impacter et les mecs ont rebondi. Ouais, c'est clairement un problème. Ça fait partie de nos soucis d'entame de match. Alors là, j'y ai cru parce qu'on a marqué très vite. Ouais. Donc je me suis dit, ça y est, on est reparti bien. On a des soucis d'entame. D'ailleurs, Lartaud l'a signalé en disant, on marque, on a soigné cette entame. Mais en fait, je trouve que par séquence, on subit trop. C'est-à-dire que nos montées défensives ne sont pas assez agressives. On subit trop les impacts. Alors là, on a loupé des plaquages assez imposants, assez importants. Donc Swinton, on a aussi des porteurs qui s'est fait percer en plein milieu par Ward. Moefana qui a lâché quelques plaquages. T'as évoqué Carberry. Donc ça, c'est un réel problème. Et on avait un peu j'avais un peu la même impression contre le Loup, où par séquence, on avait l'impression qu'on se faisait rouler dessus, quoi. Et ça, c'est pas possible si on veut construire en plus nos victoires, sachant que nous, en plus, on a un système de jeu où, mine de rien, on fait pas mal d'occupation des possessions. Donc, du coup, si notre défense n'est pas bonne dans un système d'occupation, là, tu vas clairement subir. Et encore, je trouve qu'on a pris 3 essais en première mi-temps, mais finalement, on s'en sort plutôt pas mal, puisqu'à un moment, on était quand même à 13. Oui, on a été à 14 à un moment. Enfin, après, c'était 14 contre 14 pendant une partie. Et après, 13 contre 14, puis 15. Ouais, et puis même en attaque, on n'a pas été... alors, ça n'a pas été horrible parce qu'on marque quand même 2 essais, mais ça n'a pas été non plus la mi-temps la plus inspirée de l'UBB. Ouais, mais tu vois, notre organisation collective en attaque, j'ai trouvé les 3 quarts qui vraiment pas en place. Généralement, c'est eux qui nous réveillent avec des superbes contre-attaques, ce qu'on a vu un peu en fin de match. Là, clairement... j'ai senti que les courses étaient complètement fuyantes, qu'il y avait personne qui fixait. Alors on récitait nos lancements de jeu, mais sans qu'il y ait le pas qui fait qu'on fixe. On l'a plus vu dans les dernières minutes, mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment problématique, quoi. Après, fixer et être libéré en attaque et faire les différences, c'est plus simple aussi quand tu joues pas à 13 contre 15 ou à 14 contre 15. C'est pas faux.
Et en tout cas, ça prouve aussi que, tu vois, le fait qu'en deuxième, on arrive à faire la différence, que physiquement, on est quand même présent et qu'on a du coffre. Mais ça, peut-être qu'on l'évoquera dans les points positifs sur ce côté physique où je trouve qu'on arrive à faire péter les adversaires. Sur le côté négatif, moi, je rajouterais aussi le premier essai d'Ulster, lunaire. On parle de la touche, et puis là, on envoie une touche 8e rideau à on ne sait qui, parce que visiblement personne n'avait l'air au courant que le ballon allait aller dans cette zone-là. On perd la balle du coup dans nos 5 mètres et on prend un essai derrière. Ouais, mais j'invite à tout le monde à revoir la vidéo. Déjà, on sent pas du tout la Torah de Serein. C'est-à-dire que avant même le lancer, on sent qu'il va avoir une saucisse et une merde. Parce que normalement, c'est une fond de touche pour Gazzotti qui devait récupérer la balle et après percuter. Mais là, en fait, il m'a balancé un parpaing. On n'a pas loupé beaucoup de touches, Marcelo on l'a loupé et en plus on prend un essai derrière, quoi. Donc clairement pas le bon truc. Ouais, même si la touche du coup a été bien corrigée sur ce match, c'est vrai que celle-là elle fait très mal. Je rajouterais du coup l'indiscipline, 3 cartons jaunes. Alors 2 fautes un peu bêtes, j'ai l'impression quand même, des fautes de Poirot et de Gazzotti. Et encore une fois, Moefana qui se baisse pas assez malgré tes remontrances, je dirais. Il t'écoute pas, je sais pas, faudrait que tu l'appelles directement, Yann. Hein. Ouais, Yoram, il faut qu'on arrive à échanger là, parce que c'est pas possible quoi de pas m'écouter. Non, mais il faut vraiment qu'il arrive à se baisser, parce que là c'est pas passé loin. Hein. C'est-à-dire que heureusement Gazzotti il fait tomber le mec. Alors je me dis que si le mec tombe pas, il y a pas plaquage à la tête, mais il a clairement l'intention de le détruire quoi. Donc là c'est vraiment compliqué. Le jaune est mérité. Et après, alors l'indiscipline, c'est un peu paradoxal parce que je l'avais évoqué, on est qu'à 7 fautes sur tout le match, donc c'est une discipline extrêmement propre. Et par contre, on prend 3 cartons jaunes avec des fautes complètement bêtes. Alors pour avoir un carton jaune, si je fais un petit aparté, alors les arbitres en fait peuvent sanctionner d'un carton jaune s'il y a des fautes répétées. Donc voilà, au bout de 15, 16 fautes, voilà, dans des zones particulières, ça peut pousser l'arbitre à mettre un jaune. Il y a aussi les fautes qu'on appelle cyniques, donc ça c'est des fautes grossières, c'est un peu les fautes qu'on a vues. Gazzotti se fait prendre une fois, l'arbitre dit rien, et une deuxième fois on a Gazzotti qui refait exactement le même geste. Donc on se demande parfois, enfin au bout d'un moment, tu vois, t'es pro maintenant, tu vois, que tu le fasses une fois je suis d'accord, mais 2 fois d'affilée quand même c'est assez fort, tu vois. Et Poirot pareil, c'est exactement la même faute, et on sait en plus qu'il se retrouve un peu tout con quoi, parce que sa première réaction c'est qu'il se tient la tête. On a vu que cet arbitre il était voilà, il voulait que ce soit propre sur ces types d'actions. Putain, on le refait pas quoi, c'est sûr qu'on va aller prendre des cartons. Ouais, il était tout penaud Poirot au moment de sortir, il a très vite vu qu'il avait fait une il s'est senti bête quoi. Ouais, il s'est senti un peu bête, et Gazzotti, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais clairement. Et puis après, messieurs, on peut avoir des cartons si on fait un jeu dangereux comme Moefana. Et après, donc, on a touché la tête, c'est carton rouge. Mais après, il y a des circonstances atténuantes qui font qu'on peut abaisser la couleur du carton. Et là, dans ce cadre-là, en fait, vu que Gazzotti avait plaqué, il y a eu un changement de direction du joueur. Et donc l'autre plaqueur Yoram n'a pas eu le temps de se baisser, et donc il y a eu le contact avec la tête. Mais c'est pas que de son fait. Voilà. Et je rajouterais aussi dans les points négatifs le fait qu'encore une fois on joue une mi-temps. Donc c'est évidemment le même point que la semaine dernière et que souvent avec l'UBB, mais on n'arrive pas avec ses entames. Là, c'était plus de la défense et des trous d'air et de l'indiscipline. On a du mal à être concerné, parce que je trouve qu'à la fois les plaquages manqués et l'indiscipline, ça marque aussi d'un manque de concentration. Mais clairement, et en plus, Bru fait toujours les mêmes remarques. Donc lui, il sait. Hein. Si nous, on le remarque, on peut imaginer que le staff est au courant, oui. Et on n'a pas l'impression qu'il trouve les ressorts. Ouais. On n'y arrive pas, quoi. Ouais, c'est peut-être un rituel d'avant-match, d'échauffement à revoir, conditionnement. C'est vrai que c'est compliqué à savoir. Et toi, tu voulais aussi mettre une petite note sur quelqu'un qui revient, mais bon, c'est encore un peu galère.
Ouais, c'est un petit mot sur Big Ben. Bon, voilà, c'est juste pour dire parce que effectivement, il fait en ce moment des parties qui sont compliquées. Il se fait beaucoup sanctionner en mêlée. Je crois que la semaine dernière, il a pris 5 pénalités. Alors pas qu'en mêlée, mais il a pris 5 pénalités en tout. Là, il a été encore en difficulté. Voilà, et pas d'inquiétude. Moi, je pense que c'est normal. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais bon, ça prend un peu plus de temps. Petit à petit, il doit se reconstruire avec le groupe. Donc, pas d'inquiétude. Bon, on va bientôt retrouver notre Big Ben. Il faut juste qu'il arrive à enchaîner et à reprendre confiance et un peu sa feuille de route tranquillement pour redevenir le pilier droit dominant qu'il était l'année dernière. Ouais, pas d'inquiétude. Clairement, là, il est un peu en dessous de ses standards, mais ça reste correct. Ça devrait très vite rentrer dans l'ordre. Et en tout cas, on espère que ça rentrera dans l'ordre, surtout au printemps prochain. Bon, en tout cas, sur ce match-là, il y a quand même bien plus de positifs à tirer, notamment sur le point comptable. Donc, je vous propose qu'on regarde tout ça tout de suite. Bon, premier mot sur un joueur à mettre en avant, Arthur Retière. Ça fait pas mal de fois qu'il est très précieux. Donc en quelques mots, c'est 9 courses, 45 mètres parcourus, ballon en main. Il a battu 3 défenseurs, 4 turnovers provoqués, 9 sur 9 au plaquage. Match référence pour lui dans ce qu'il sait faire. Ouais, complètement. C'est vrai que là déjà, on peut dire qu'il a gagné sa place dans les 23, je pense. Et il a vraiment fait un match incroyable dans le sens où, vraiment, comme tu dis, ce qui était intéressant, c'est que dans les moments clés, quand on commençait à prendre l'eau, il a réussi à nous sortir un peu la tête de l'eau avec ses grattages. Et donc ça, c'est extrêmement important. Il y a eu ça, je trouve, et on peut dire dans une moindre mesure la conquête. Mais c'est vrai que son activité défensive était assez incroyable. Et puis après, comme toujours, alors il a toujours cet apport. Il est toujours très difficile à faire tomber. Ça, c'est parce qu'il a des appuis bas, etc. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à bien rentrer dans notre système, parce que je crois que je l'ai jamais vu à son aile, quasi, à part en défense. Mais sinon, sur l'essai, quand il délivre le caviar à Penaud, il est sur l'aile opposée. Après, à un moment, il était au centre du terrain. À un moment, il était en position de 9. Enfin, voilà. Il était tout le temps en train de dézonner. Et ça, c'est typiquement ce qu'on recherche chez nos ailiers. Et c'est là où on amène du danger, parce qu'en fait, on a nos ailiers qui peuvent attaquer n'importe où dans la ligne. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi en position de 9, notamment en deuxième mi-temps, où il a pas hésité à prendre le relais de Maxime Lucu, qui était soit au soutien, soit plaqué, etc. Et il a permis du coup d'éjecter des ballons un peu plus rapidement que s'il avait fallu attendre Maxime Lucu. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va avoir 2-10 avec Buros, Jalibert ou Carbery. On va pouvoir avoir 2-9 avec Retière, Lucu dans le même jeu. Donc ça peut être intéressant d'avoir un autre relayeur, parce qu'en plus l'avantage par rapport à Lucu qu'il a, c'est que les ballons un peu pourris, lui en fait avec sa tonicité, il peut les rendre positifs. Ouais, en attaquant par exemple au ras du ruck ou des choses comme ça. C'est ça. Ouais, il va plus attaquer la ligne qu'un Lucu qu'il fait. Alors il le fait de plus en plus quand même, je trouve, mais qu'il le fait quand même relativement rarement. Tu mentionnais aussi la conquête. Ouais, là c'est pareil. Pour une fois, je trouve que la conquête nous a permis, pareil, d'être toujours dans le coup dans cette première mi-temps. Notamment le secteur de la mêlée. Donc là, il y a un joueur que je mettrai en avant, c'est Sadi, que j'ai pas mal critiqué. Et là, je trouve qu'il a été extrêmement bien. Donc ça veut dire qu'il a été propre en conquête, avec notamment il a martyrisé son gaucher puisqu'il a obtenu des pénalités. Il a même obtenu des pénalités qu'on peut dire gratuites, dans le sens où il n'y a pas eu d'effort de défense, il n'y a pas eu des grattages, il n'y a pas eu 50 plaquages. C'est juste une mêlée fermée. Hop, on emporte le pilier gauche ou on le fait tomber, et après on obtient la pénalité, on peut repartir dans l'autre camp. Et pareil en deuxième mi-temps, il y a eu aussi ce mêlée où on les a enfoncés, et où du coup après on a eu un ballon gratuit puisqu'il y a eu un avantage. Donc ça dit vraiment très content, et en plus il a été actif parce que je crois qu'il a 14 plaquages tentés et réussis, donc vraiment une très bonne partie. Et autre chose, il y a eu aussi la touche, parce que on a eu ce cagade de la Terrade dont on a évoqué tout à l'heure. Mais globalement, déjà nos 2 premiers essais, c'est sur la touche. Donc il y a eu le mollet un peu dynamique et Tatafou qui récupère la balle et qui va aplatir. Et puis après, on a ce molle porté qui entraîne un essai de pénalité et carton jaune. Donc dans cette première mi-temps, j'ai trouvé les 3 quarts vraiment pas en harmonie et très brouillons. Par contre, j'ai trouvé les gros très présents et qui nous ont permis vraiment de rester dans ce match.
voilà, il a manqué la défense, mais en conquête directe, c'est probablement un de nos meilleurs matchs. Ouais, complètement. Et tu mentionnais Sadi, c'est vrai qu'au final, sur ce début de saison, heureusement qu'il est là quand même, hein, ce bon vieux Carlou. Et oui, donc on mentionnait du coup la première mi-temps des arrières. Je le mentionnais dans les points négatifs. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, beaucoup plus tranchant, à l'image d'un Moefana qui quand il sort les cannes, il prend des intervalles, c'est hallucinant. Même de Porter, hein, mais les deux ont les jambes pour jouer 13 de toute façon. Ça a été une grosse satisfaction et on voit que on a encore du gaz à la 60-70e minute. Ouais, mais ça c'est clairement je pense que là c'est clairement le travail de Giroud qu'on peut féliciter, parce que ça fait quand même plusieurs équipes qu'on fait péter physiquement. Et pas des équipes, des équipes habituées à la Champions, hein, c'est-à-dire l'Ulster chez elle c'est quand même un client, Leicester c'est pareil, et à peu près à la même période quoi. Et en 8 minutes on les fait complètement exploser. Donc là je pense qu'il y a ce côté Thibaut Giroud qui est extrêmement intéressant. Alors l'idéal c'est qu'on arrive à faire des 80 minutes pour voir ce que ça donne, mais globalement ça fait plusieurs équipes. Vannes c'est pareil, ils ont sauté face à nous, ça fait vraiment beaucoup d'équipes qui ne suivent pas notre rythme. Et avant de parler des trois quarts, j'avais aussi un petit plus sur Tatafou qui revient vraiment bien et qui on recommence à retrouver le Tatafou dynamique qu'on aime bien. Il a 2 actions extrêmement positives, donc il y a son essai où il se le fait un peu tout seul, et après small dynamique, et puis on a aussi le grattage qui amène l'essai magnifique en contre-attaque de Louis. Voilà, c'est petit aparté quoi. Petite dédicace à Tevita. Et côté 3 quarts, du coup, toi t'as des joueurs à mettre en avant. Alors on a mentionné Retière, Moefana. Ouais, Yoram, j'ai vraiment apprécié. Alors, il fait cette première mi-temps qui est un peu mauvaise, et notamment qui est ternie par ce carton jaune parce qu'il plaque trop haut. Mais après, finalement, en défense, il fait un match plus que correct, puisque je crois qu'il loupe que 2 plaquages et il en fait 22 en tout. Donc il a réussi un peu à baisser sa ligne de plaquage. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, parce que c'est un joueur qui est extrêmement explosif, et on le voit, en fait il accélère, il a des gros cuisseaux, et il a vraiment une explosivité qui est hors norme. Il y avait sur Twitter il y avait Sprinter émérite qui avait mis ses datas qui avaient été fait pendant l'équipe de France, qui avait été posté par l'équipe de France, qui était en fait la détente sèche. Alors toi tu dois connaître au basket, qui est un peu une des mesures qui permet de valider l'explosivité. Alors il y avait Dupont qui était largement au-dessus de tout le monde, bon ça on n'est pas étonné, meilleur du monde, mais le deuxième joueur français c'était Yoram justement, alors qu'il a quand même un déficit lié à son poids, tu vois. C'est-à-dire que on parle quand même d'un mec assez costaud, c'est pas comme un grand troisième ligne ou un mec comme Penaud plus élancé ou un Louis plus léger. C'est quand même un petit un peu plus trapu, et il avait des stats qui c'était le deuxième derrière Dupont, donc ça montre vraiment sa force d'explosivité. Donc s'il arrive en défense à se baisser, je pense qu'il peut mettre des énormes timbres, et en attaque c'est sûr qu'il va faire des dégâts, parce qu'il a cette capacité en fait à accélérer d'un coup qui est vraiment assez impressionnante. Il peut aller très très vite, très rapidement. Ouais, clairement, il a été super impressionnant. Et moi, je mettrais aussi en avant simplement le coup de pied de Joey Carberry, qui encore une fois a été parfait, et qui en plus rentre un peu plus dans mon cœur avec son petit chambrage des Irlandais qui le chambraient eux sur son coup de pied. Donc ça me plaît, un peu de trash talk. Bienvenue. Alors pas systématique, mais bon là il a su répondre à la fois sur le terrain et avec un petit geste pour le public. C'est toujours bienvenu. Et je voulais aussi mettre en avant les supporters. Moi j'ai eu la chance du coup d'être dans le parkage avec les United BB, et clairement si vous avez l'occasion de faire un déplacement, que ce soit à l'étranger ou en France, n'hésitez pas et allez-y avec eux, parce que niveau organisation c'est top. Clairement on a rien à faire, et on arrive dans le stade, et c'est surtout un moment super convivial, donc top. Et en plus on est plus proche aussi de l'équipe et des joueurs, c'est-à-dire qu'on va voir les joueurs arriver au stade, donc ça on peut le faire à Chaban, mais par exemple là on a pu aussi prendre des photos avec eux, etc. après le match, donc c'est forcément des moments sympas à vivre. Bon voilà, après Belfast
je conseillerais pas forcément la ville, mais en tout cas sur un déplacement et voir un match de l'UBB à l'extérieur, c'est super cool. Pour finir, peut-être un petit mot sur notre général Maxime Lucu. Eh ben, encore un gros match. Enfin, il y a deux éléments que je voulais dire. On va parler aussi d'Adam Coleman, mais Max, il fait encore un match énorme. Je crois qu'il est même dans l'équipe type de la semaine. Ouais. Toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que là où on l'avait évoqué la semaine dernière et même il y a 2 semaines, là où je trouve que ça devient encore incroyable, c'est parce qu'il y avait les sorties de camp, il y avait l'animation, etc. Mais alors, en défense, il s'y file encore une folie, quoi. Je sais pas combien de plaquages il a mis. Je crois que c'était plus d'une vingtaine, hein. Mais c'est incroyable. Un truc hallucinant. De toute façon, il a 37 plaquages en 2 matchs de champion. Voilà. Donc forcément, il a dû. C'est pour ça. On verra plus tard dans la composition d'équipe, mais c'est pas. Je comprends le fait de vouloir le mettre un petit peu dans les glaçons et au repos. Parce que voilà, il donne son corps à la science, et là du coup toujours pareil dans ce. C'est vrai que nous, je le répète encore une fois, on se rend pas bien compte, mais on joue énormément au pied. Alors là, ici, on a moins joué parce qu'on a eu moins de ballons, mais globalement, on joue beaucoup de la dépossession, et donc après, il faut accepter cette séance de plaquage. Parce que si je fais un petit aparté, alors ça, c'est un peu Giroud qui avait développé ça, mais bon, c'est connu par tout le monde. C'est que c'est toujours moins fatigant de défendre que d'attaquer. Parce que quand vous attaquez, en fait, vous mettez plus de personnes en mouvement. On avait parlé des cellules. Forcément, il faut au moins 2 ou 3 joueurs pour déblayer une zone. Alors qu'un plaquage, c'est qu'une personne. Donc quand il y a un plaqueur et un plaqué, en fait, ça fait un rapport de 1 ou 2 par rapport à 3 ou 4 joueurs en face. Donc forcément, et la redistribution est plus complexe des cellules, etc. et la circulation, et donc demande beaucoup plus d'énergie. Donc forcément, on se fatigue moins à défendre qu'à attaquer. Et par contre, nous, on le voit pas, parce qu'il y a pas ce jeu à outrance de dépossession, c'est parce qu'en fait, tous nos ballons de contre-attaque, on les joue à fond. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. On a encore vu une magnifique contre-attaque où Tatafou récupère. Après, on fait 2 passes. Moefana prend l'intervalle. Et après, un jeu de passe magnifique dans la défense. Et après, on va marquer par Louis, encore une fois. Mais du coup, voilà. C'est vrai que nous, on ne voit pas comme ça parce que on joue tous les ballons de contre-attaque. Mais il faut noter quand même qu'on défend beaucoup. Parce que Swinton, par exemple, qui a loupé 7 plaquages, il a mis 27 plaquages en 53 minutes. Ouais. Donc, ce qui est quand même assez important. Ouais, il en reçu 20 du coup. Et du coup, un petit mot sur Coleman. Donc du coup, Coleman qui est rentré à la place de Johnny Gray, du coup, vers la 25e minute. Donc ouais, un petit mot sur Adam Coleman, qui est rentré suite à la blessure de Gray. Alors il nous a fait énormément de bien. Pas forcément en défense, parce qu'il a collé 4 plaquages, mais bon, c'était des plaquages offensifs, ça c'est toujours intéressant. Et par contre, il a vraiment beaucoup porté. Il nous a vraiment apporté là en mettant des percussions, etc. Donc, il va nous faire du bien. Voilà, ça tombe mal parce j'ai l'impression qu'on va perdre un petit joueur, mais voilà, on récupère quand même cette machine. Et je voulais aussi compléter les points positifs par ce qu'on avait noté comme point négatif contre Montpellier, à savoir les ballons hauts et la pression qu'on mettait sous les ballons hauts. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Je pense notamment à un moment, un ballon haut, il me semble que c'est en première mi-temps, où 2 porteurs arrivent lancés sur le joueur irlandais. Bon, il le rate parce que du coup, le joueur irlandais doit se décaler, mais du coup, ça permet à l'équipe de monter, et j'ai trouvé qu'on était bien plus présent sur la pression sur ballon haut. Mais globalement, les 2 matchs de champion, on a bien réussi ça. Parce que Leicester, c'était pareil. Penaud, il a mis quelques cartouches, il y a eu des porteurs, voilà. Globalement, c'est ça notre jeu, quoi, ce jeu de pression, etc. Et c'est comme ça que ça se matérialise. Il faut que nos alliés montent fort et montent au ballon ou fassent tomber et après contre-ruck. Complètement. Bon, en tout cas, match très positif quand même dans l'ensemble, surtout la deuxième mi-temps qui nous permet de repartir d'Irlande du Nord avec les 5 points. Et on passe tout de suite sur le point du classement. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Au classement, l'UBB est 2e de sa poule de Champions Cup à égalité avec le Stade Toulousain, soit 10 points. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule autre équipe avec 10 points dans la compétition, avec l'UBB et Toulouse donc. Tu sais qui c'est, Yann ? Northampton. C'est bien, Yann, t'as fait tes devoirs. Northampton qui avait du coup battu Castres notamment, il y a de ça 2 journées. En tout cas, l'ogre toulousain a déjà une différence de
83 points en positif contre seulement entre guillemets 35 pour l'UBB. Bon, clairement, il faudra compter sur un faux pas de Toulouse contre Leicester ou à Durban, et de notre côté faire un sans faute et ramener encore une nouvelle fois 10 points en janvier. Ouais, mais de toute façon tout va se jouer là-bas, hein. C'est savoir comment le stade de toulousain digère son voyage et est reçu par les Sharks. Moi je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que en même temps j'ai envie que Toulouse fasse un faux pas pour que nous on puisse éventuellement terminer premier et donc après recevoir jusqu'en demi. Mais les Sud-Africains sont tellement prétentieux avec Dupont que j'ai quand même envie que Dupont leur mette une raclée, tu vois. Mais vraiment une grosse raclée. Voilà, donc je suis un peu mitigé. Donc tu préfères le bonheur de Dupont au bonheur des supporters de l'UBB. Si je comprends bien, hein. Ouais, j'ai un peu de mal parfois avec les Sudaf. Après, Dupont peut toujours mettre 5 essais et le Stade Toulousain perd le match. Ah, et ça serait pas mal, ça. Effectivement. Voilà. Bon, on a trouvé la solution. En tout cas, côté résultat, du coup, ce week-end, Toulouse a vaincu donc la Lanterne Rouge de Premiership Exeter et les Sharks sont allés perdre à Leicester. Rendez-vous en janvier pour les 2 dernières rencontres. De notre côté, ce sera à Exeter et à domicile face aux Sharks. On rappelle qu'une première place nous assurerait de recevoir jusqu'en demi. Puisque si on a 20 points, théoriquement on est premier de cette phase de poule et que du coup on aura l'avantage du terrain quoi qu'il arrive. Encore faut-il gagner les matchs à domicile, pas comme en quart la saison dernière face aux Harlequins. En attendant, c'est notre cher Top 14 qui reprend ses droits ce week-end avec un déplacement dans le Tarn. Je vais te dire ce qui me tarde. Juste ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Ce samedi 21 décembre à 21h, nous irons défier le Castres Olympique en espérant faire mieux que la saison passée où nous avons pris une gifle dans le Tarn. Un résultat positif au sortir de cette belle parenthèse européenne serait bienvenu. L'an dernier, en février, Castres s'était amusé face à des Bordelais décevants et avait même glané le bonus offensif à Pierre Fabre. Score 41-12. Castres qui sort d'une victoire à domicile face au Munster en Champions Cup et qui reste aux portes du top 6 en top 14 puisqu'ils sont 7e avec 27 points. Mais pour nous parler de cette équipe souvent mal connue du public girondin, nous faisons appel à Morgane qui tient la page Rugby Comics que vous pouvez notamment retrouver sur Facebook et Instagram et qui est une experte du CO et qui fait les débriefs et les après-matchs du CO de façon illustrée, et on peut que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment ça va après cette belle victoire en Champions Cup ? Oui, revigoré. C'était très frileux, mais c'était réchauffé par le match parce qu'on sortait de 2 catastrophes, on va dire. On a vraiment 2 matchs compliqués. Voilà, 2 matchs compliqués. Le dernier de top 14 et le contre Clermont et le premier de Coupe d'Europe. Là, ça a été. Alors pas pour les mêmes raisons, mais vraiment compliqué. Ouais. La marée dans les 2 cas. Ouais, j'ai souvenir d'un match à Clermont qui était. Le match à Clermont, ça a été l'enfer. On s'est fait rouler. Et contre dessus. Les Saints, du coup. Et contre les Saints, alors c'était pas pour les mêmes raisons, mais c'était pas j'allais pas dire un défaut de puissance devant, j'aurais dit déborder de tous les côtés parce qu'ils ont joué beaucoup au pied, très vite. On s'est fait contrer 6 ballons au pied, je crois, donc 2 essais casquettes comme ça. Bon, enfin bref, c'était 2 matchs à oublier. Non, parce qu'il faut jamais oublier les erreurs. Mais on était content d'avoir gagné ce match la semaine dernière parce que à la maison. Voilà, à la maison, il n'était pas complet, mais franchement, ce qui a été montré, on n'a pas eu beaucoup de chance et beaucoup de réalisme devant la ligne sur toute la première mi-temps, parce que je pense qu'en possession et en domination, dans les 22, je sais pas s'il y avait pas 80%, mais presque, sur la première mi-temps. Par contre, je crois qu'on a marqué 10 points en 20 pauvres minutes, donc le ratio est pas monstrueux quand on a autant de ballons. Mais voilà, donc après il a fallu tenir. Et puis au-delà de la victoire, alors on dit toujours le Munster,
Alors, c'était pas un Munster hyper affiné, on va dire. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, j'ai trouvé. Ça n'enlève rien à la performance de mes chouchous du CO, mais je les ai trouvés en première mi-temps complètement empruntés. Je sais pas combien ils ont cumulé de pénalités dans les 5 mètres, mais d'ailleurs, il n'y a jamais eu un carton, mais c'est pas grave. Nous, on en a pris 3. Et même, comme nous. Ah oui, non, mais j'ai l'impression qu'en Coupe d'Europe, les Français ont chargé en carton. Ouais, c'est vrai. J'ai pas fait le compte, aussi, mais Toulon, Stade Français, UBB, Castres, il y a guère que Toulouse peut-être, et encore, je sais même pas, ils ont dû en avoir aussi. Enfin bon, bref. Et non, j'étais contente de voir au-delà. Alors en rugby, on parle d'envie, on parle au-delà de ça, c'est vraiment de la réactivité, des ballons qui s'échappent pas comme ça sans qu'il y en ait un qui se jette dessus, beaucoup de courses, beaucoup de pression, beaucoup de ce qui n'a pas été le cas sur les matchs avant. Donc, et d'ailleurs, en parlant des matchs avant, plus globalement, toi, le début de saison de Castres en top 14, tu le juges comment? Parce que comme je disais, vous êtes donc actuellement 7e avec 27 points. Ouais. Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que tu espérais mieux? Est-ce qu'il y a des améliorations? Il y a le tout début de saison était pour moi, très très prometteur. On a changé quand même pas mal de monde. C'est surtout qu'on a eu des blessés à des postes importants dès le départ. Nous, on a Tom Staniforth qui nous tient la charrue, les bœufs et tout le reste depuis 2 ans, qui est à Haute toute l'année, toute la saison. Donc, on a démarré comme ça, mais on avait franchement, le début de saison était pour moi hyper prometteur avec une bonne attaque. Je crois qu'on a été longtemps deuxième attaque du top 14. Bon là, puisqu'on a encaissé et pas marqué, je pense que c'est tombé. Mais une bonne attaque, on avait récupéré la touche. Ça faisait 3 ans qu'elle s'était barrée. On a récupéré une mêlée qui était très très conquérante. Je pense que Will Collier est un peu pour quelque chose. Et voilà, donc c'était bien. Même, il manquait toujours un petit truc parce qu'à Toulon, on a raté des bonus offensifs. On a raté des victoires à l'extérieur, on a ramené des bonus défensifs. Ouais. On a raté des bonus offensifs sur les. On n'a jamais des matchs complets. Ouais. On joue ou la première ou la seconde. C'est jamais les deux. Donc, à part le match contre Toulouse. Alors les grincheux diront parce que c'est Toulouse, peut-être. Mais bon, ça motive. Ouais. C'est un peu comme nous, du coup, on joue une mi-temps sur 2, donc faudra juste qu'on se mette d'accord laquelle on. Oui. Alors moi je suis pour. Non, là on se mettra d'accord quand on viendra chez vous, si vous voulez bien. Ok. Hein. Très bien. Et du coup, t'as mentionné notamment Collier en termes de joueurs un peu. Bon, moi j'avais Ambadiang dans mon esprit, notamment parce qu'il avait marqué la première journée. Ouais, qui est blessé du coup. Oui, mais là, franchement, avant d'attaquer la Coupe d'Europe et après Clermont, on avait 13 joueurs sur le tapis, sachant qu'on n'a pas un effectif pléthorique, ça faisait une équipe. Puis pas 13 joueurs, toutes les lignes. On avait plus que 2 deuxième lignes. On avait 2 à Clermont. On a blessé 2 troisième lignes, plus Staniforth qui est out depuis longtemps. On avait plus de 10. Donc on est parti aux Saints avec Botitou en 10, ce qui n'était pas non plus bon. Il fait il fait pour les Fidji, mais c'est pas son. Botitou, c'est un joueur de 7. Pas un joueur de pied, d'occupation, de choses comme ça. Ouais. Il a d'autres qualités, mais ça non. Et on a pété nos 15. Donc on est parti. Il y avait aucun axe. On n'avait pas devant, on n'avait pas. Si les piliers, ça allait à peu près, mais pas de deuxième ligne, pas de troisième ligne. La charnière, on avait nos 3-9, mais on n'avait pas de 10. Et les centres, ça allait. Et puis sans Ambadiang, après Palis qui fait aile ou arrière était à haute. Julien Dumora qui fait 10 au 15 était à haute. Bref, c'était n'importe quoi. Ouais. Et là, contre le Munster, on a récupéré une ossature un peu plus... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez quand même récupéré des joueurs. Ouais. On va quand même avoir une équipe à jouer. S'il y aura 15 joueurs. Ah là, il y a toujours 15.
Le problème, c'est que, on le sait bien, au rugby, hein, la colonne vertébrale, elle est quand même importante et, entre le paquet d'avant, ok, mais après le 8, la charnière et puis le centre et puis jusqu'au bout, ouais, ça a été compliqué, mais là, contre le Munster, ils étaient très, pas efficaces, mais très volontaires. Donc, on va espérer que contre l'UBB, ça sera un peu plus. De toute façon, il le faudra, hein, parce que je m'attends pas à ce que vous veniez, à ce que l'UBB vienne comme ça, tranquille, en ayant fait 2 matchs pleins en Coupe d'Europe. On va en rediscuter juste après, nous, de la composition et des attentes de l'UBB. Yann, toi, à Castres, des joueurs qui te marquent sur ce début de saison? Moi j'adore le 8 Papali, je trouve qu'il est hyper impactant, c'est le 8 gros porteur qui les met toujours en avancée, qui arrive à marquer pas mal d'essais d'ailleurs. J'adore ce joueur et surtout aussi l'autre joueur que j'aime beaucoup, c'est Will Collier, le pied droit, qui est venu des Queens. Alors nous on le connaît bien parce qu'il nous a massacré à gauche en quart de finale UBB Queens avec Baxter de l'autre côté. Et lui c'est la très bonne recrue et la très bonne trouvaille. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, parce que bon, c'est un des meilleurs droitiers d'Angleterre, je pense, et l'autre meilleur droitier d'Angleterre, il joue à Toulon. Donc les 2 meilleurs droitiers pour les Anglais, ils jouent en France, et ils peuvent pas jouer pour l'Angleterre. C'est un peu con, quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est tant mieux pour le top 14. En termes de points forts, tu mentionnais la mêlée, notamment. C'est quelque chose, enfin, c'est l'un de vos points forts encore en ce mois de décembre. Alors, je trouvais que depuis le début de l'année, franchement, ça allait très bien. Contre Clermont, on s'est fait démonter, hein. Mêlée, Maule, il y a rien eu. Alors, je me souviens plus si pourtant, enfin je sais pas. Mais il y a des matchs comme ça m'a rappelé la folle époque Montpellier-Rennes, Springbok, où il fallait pas avoir de pénal touche à 5 mètres parce que de toute façon, il y avait pas moyen de les arrêter. Et Clermont était dans une forme. Et bon, c'est un coup pour rien. Mais normalement, oui, la mêlée est redevenue un point fort et surtout comparé j'allais dire 2 saisons précédentes, on a nos touches. Parce que moi, dans les joueurs qui comptent et qui a été beaucoup blessé, c'est Tyler Hardron, qui est l'ancien capitaine de l'équipe du Canada, qui est chez nous depuis 3 ans maintenant. C'est un super joueur. C'est un joueur intelligent, c'est un capitaine de touche. Il nous a manqué cruellement un peu sur une période l'année dernière. Et là, en début d'année, il a encore été blessé et il est revenu contre Clermont. Et contre les Saints, mais il n'était pas à son top, c'était sa reprise. Il joue quel poste? Il est 2e ligne. Il est 3e ligne L. Et parfois, il est 8. D'accord. Il est centre L. Et c'est un méga sauteur, puis surtout une intelligence. Alors, si tu le regardes, c'est toujours celui qui contre, c'est toujours celui qui galope, c'est toujours celui qui va derrière un ruck, il y a toujours lui et ses bras. Et il mange un terrain pas possible. Non, il a fini à 14 plaquages, dont aucun raté contre Munster. Il est, il est actif. Il est actif. Du coup, c'est lui qui va voler toutes nos touches, sachant que nous, on est la pire touche du top 14. Oui, j'ai vu ça. Ouais, mais c'est con, vous avez plus Romat. Oui. 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 On n'a toujours pas trouvé le remplaçant. Non, parce que lui, il fait des dégâts. Ouais, alors, nous, on a, en fait, dans les recrues, sur les 2 dernières années, ils ont recruté des très grands. Alors, c'est pas un gage de forcément qualité, mais franchement, on a Gauthier Marava qui est un jeune, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, Gauthier. Il est de plus en plus performant. C'est lui qui nous a sauvés contre, c'était quoi, Montpellier? Ouais, la dernière touche, on aurait dû perdre. Et il y a Gauthier, il y a Tyler, il y a, dans les sauteurs, on n'est plus avec un seul sauteur. Bon, c'est peut-être ça qui faisait qu'on perdait toutes nos touches aussi. Ceci expliquant cela. On s'est diversifié. Ouais, et en termes si tu avais un gros point faible à dégager sur votre équipe en ce début de saison. L'irrégularité. Le fait de pas être capable de tuer les matchs et de se faire remonter, parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire que on est capable d'enfiler de marquer 3 essais en une mi-temps et puis de se faire remonter derrière, mais un peu comme vous d'ailleurs. Nous, c'est l'exact inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être souvent surtout à l'extérieur. Ouais. On va s'entendre. Généralement à l'extérieur. Faut juste qu'on tienne. C'est pour ça.
Vous jouez la première, on joue la deuxième, et Voilà. puis on voit à la fin si on Mais- arrive à rattraper. Non, alors ça, et je disais que quand il n'y avait pas les cadres et les leaders, un gros défaut de gestion. Ouais. Gros défaut de gestion. Quand je trouve que c'est un peu des poulets sans tête, les jeunes, là, quand ils sont tout seuls et que et des fois je dis mais pourquoi vous prenez pas les points, quoi. Ils s'entêtent à faire des... Enfin, après, pour en discuter aussi avec certains joueurs, c'est vrai, bon, quand on est la tête depuis 60 minutes à se faire marcher dessus, j'imagine que la lucidité est pas forcément... mais quand il y a un Julien Dumora, quand il y a les anciens, hein, Geoffrey Palis, etc., là, je trouve, et puis c'est plus rassurant à l'arrière du terrain quand on a quelqu'un qui est quasiment sans faute et que ça peut dégager et gérer. Notre gestion est parfois douteuse. Ouais, et puis ça va un peu avec l'autre point faible que tu mentionnais, l'irrégularité, c'est que en deuxième, potentiellement, Tu fatigues en plus. Tu fatigues, t'es moins lucide, et que du coup, l'équipe adverse. Ah si, il y a un gros point l'ascendant. Faible, c'est l'indiscipline. Ah ouais. Je sais pas trop comment on est, nous. Je crois que nous, ça classement. doit faire 10 ans qu'on truste la première place, donc voilà. Et ça, on n'a pas encore trouvé le... Bon. Faire des stages avec des arbitres ou... On a un arbitre qui intervient, mais... Alors, moi, l'indiscipline, je compte pas la mêlée, parce que la mêlée, c'est un mystère. Donc, je compte pas les cartons sur mêlée ou les fautes sur mêlée. Ouais. Enfin, mais les plaquages hauts, bon... ils ont qu'à se baisser, ça c'est sûr, mais ils sont beaucoup plus grands que... Non, c'est les hors-jeux. Non, mais les hors-jeux, les choses comme ça, et alors, t'as des fautes pas bêtes, on va dire, intelligentes, c'est-à-dire rentrer sur le côté sur un maul à 5 mètres de la ligne. Ok, tu peux prendre carton jaune et cette pénalité, mais des fois, ça se négocie. Mais alors, voilà, les fautes sur maul, les hors-jeux, les trucs dans les rucks, fautes sur les rucks, non, à un moment, zut. On espère que vous serez pas trop discipliné non plus samedi. Non, mais c'est bon parce que à force de prendre 3 cartons par match, je pense qu'ils vont finir par comprendre. Hein. À 15, c'est mieux quand même. Oui, à 15, c'est quand même un peu mieux. Toi, t'attends quoi du match de samedi? Alors, évidemment, une victoire. Ouais, sachant que, toi, à part que tu rappelais que l'année dernière, on nous a collé une raclée, ça devait bien être la seule fois. Parce qu'en général, ça se joue à quelques points, mais vraiment à 2-3 points sur la fin. Moi, j'ai des souvenirs du bébé CO. Alors, chez vous, sous la flotte, on aurait dit un match de tennis. Je crois qu'on a gagné, dans mon souvenir, un 6-7 ou un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'était il y a un moment, peut-être. C'est le score qu'on a fait contre Montpellier à peu près. Voilà. Il y a 2 semaines. Oui, ça, il a fallu que je regarde pour le croire. Voilà, mais bon, il pleuvait des cordes. Et puis j'ai un souvenir d'un match et je me demande si c'était pas Serein qui était là à l'époque, qui sort en touche et qui se fait avec le ballon et qui se fait engueuler par ses compères parce qu'en fait il nous donne la victoire. Alors qu'il garde le bonus. Ouais, je sais plus quand est-ce que c'était. Manque d'ambition. Ouais. Mais ça s'est toujours joué, ça s'est souvent joué au bonus défensif pour l'un ou pour l'autre. Parce que dans votre dynamique là, du coup là vous avez donc gagné contre le Munster à domicile. Le match après l'UBB, ce sera un déplacement à Jean Daugé. On peut imaginer que là vous allez encore mettre la grosse équipe pour faire un résultat à domicile. D'ailleurs vous êtes invaincu aussi à domicile. Ouais, je crois qu'on fait partie des 3 équipes, je crois qu'il en reste plus que 3, non alors il y a nous, c'est sûr, mais les autres, et je crois qu'il en reste une encore. C'est possible. Mais Clermont, je pense. Oui, Clermont, c'est une des meilleures équipes à domicile, oui. Ouais, Clermont, ils mettent souvent le bonus offensif à domicile. Peut-être La Rochelle aussi Non, je crois pas La Rochelle. Non, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Vannes. Ah oui. Forcément. Mais oui, non. La dynamique, c'est en fait, j'ai pas des bons souvenirs. Là, on va arriver à mi-parcours. On va arriver presque à la phase aller, à la fin de la phase aller. Et j'ai jamais. L'année dernière, on s'est écroulé en décembre avec les blessures. On a enquillé 5 défaites d'affilée, je crois. Donc ça a été un peu lourd. Et là, je sens. Franchement, contre le Munster, ils étaient super motivés.
on sent que c'est coché, mais après un match, ça reste un match. Hein. À la fin, Bien sûr. faut un vainqueur, donc. Bah, on peut compter du coup sur le CO pour envoyer une belle équipe à domicile. De notre côté, Yann, je vais te faire une petite proposition de composition, et Morgane aussi, tu peux réagir dessus. Sachant que du coup nous on a quand même pas mal enchaîné donc en Champions où on a envoyé 2 fois des belles équipes et qu'on a surtout un match du Boxing Day le 28 décembre où on reçoit Toulon qui est très important du coup pour nous parce que victoire obligatoire contre Toulon pour la lutte dans le top 2. Donc j'ai fait une équipe un peu remaniée avec Hugo Boniface, Connor Sa et Carlou Sadi en première ligne. Je te fais le pack. Guido Petit. Alors j'avais mis Beauchaton, mais finalement Petit parce que Beauchaton, je pense qu'il est encore blessé. Et Coleman qui a fait une belle rentrée à Belfast. Vergne-Taillefer, Tatafou qui a été homme du match à Belfast et Diaby en troisième ligne. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Bon, pour le coup, c'est comme la semaine dernière. Tu m'as dit que tu fais une équipe remaniée, mais le pack est quand même assez costaud, quoi. C'est-à-dire que là, en plus, Sadi, c'est un peu, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu l'homme un peu en forme en mêlée fermée, puisque Big Ben a du mal à retrouver un peu son rythme. Ça, c'est notre petit jeune qu'on adore, donc pas de souci. Et Boniface, il a fait aussi une bonne rentrée, il a fait une bonne titularisation, donc une bonne rentrée, pardon, donc bon. Et puis après la seconde ligne, de toute façon, c'est ce qu'on a de mieux en ce moment. Petit Coleman, c'était les titulaires de l'an dernier. Ouais, parce que Gray s'est blessé. Donc. Et après, troisième ligne, du costaud, Tatafou revient bien aussi. Ça y est, il recommence un peu à retrouver son rythme de croisière de l'année dernière. Ouais, enfin, il marque un bon essai en tout début de match. Et Vergne-Taillefer Diaby, ça va au combat. De toute façon, j'ai essayé de mettre un peu des guerriers quand même pour aller dans le Tarn. En charnière, alors Maxime Lucu, ce serait pas mal qu'il se repose. Moi, je le mettrais au repos sur ce match. Donc, je mettrais Yann Lesgourg et Mathieu Jalibert qui a pu se reposer ce week-end. T'en penses quoi de cette charnière? Ça me va. Au moins un des deux, il faut au moins un des deux titulaires. Voilà. Ouais, du coup, plutôt Jalibert qui sera frais. Sur les ailes, Enzo Rebier et Arthur Retière. Arthur Retière qui a été énorme et Enzo Rebier que j'aimerais bien revoir. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Bah alors là, pour le coup, je pense moi que... Alors, Retière, c'est possible qu'il enchaîne, parce que là, il est en pleine bourre, et en plus, contre une équipe où il va falloir mettre du combat, un joueur qui arrive à faire 4 ou 5 turnovers alors qu'il joue à l'aile, ça va être pas mal. Et par contre, je vois Penaud enchaîner. Voilà, il a eu quasiment... Bon, après, c'est une maladie, donc c'est pas vraiment du repos. Mais ouais. Pendant 3 semaines, un mois, il a pas joué. Ce serait bien qu'il retrouve un peu son rythme. Donc là, il a enchaîné 2 matchs. On voit qu'il est encore un peu limite. Et là, il faut qu'il retrouve un peu son souffle, etc. Donc je le vois bien enchaîner, moi, direct. Donc tu mettrais pour la 3e fois consécutive Retière, Penaud sur les ailes. Ouais. Ok. Et en paire de centre, Ben Tapoy et Huberty. Alors du coup, c'est... je sais qu'on pourrait mettre soit Moefana, soit 2 porteurs. Moi je fais le choix de faire tourner les 2. Tapoy et Huberty pour moi c'est pas mal en termes de combat aussi. Huberty ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je sais pas s'il est apte d'ailleurs parce que c'est un peu un mystère. Il a un peu enchaîné tout le début de saison. C'était un des joueurs qui avait le plus joué. Et là ça fait un mois qu'on le voit plus du tout. Et Ben Tapoy lui on l'a vu 9 minutes à Belfast. Donc voilà, essayez cette paire de centres. C'est peut-être pas la plus sexy, mais bon je me dis que dans une optique aussi de faire un peu une rotation en gardant une équipe compétitive, ça reste intéressant. Moi du coup je pense que forcément je mettrais un des deux, soit Moefana, soit Deporter. Ouais. Voilà, soit Yoram, soit Deporter. Probablement, si Van Resburg est dispo, je le mettrai aussi. Ouais, ça, du coup, aucune nouvelle sur Rohan. Et à l'arrière, on espère tous le retour de Romain Buros, qui, pareil, n'a pas joué depuis son match avec l'équipe de France face aux Blacks. Mais il avait annoncé il y a ça 10 jours que potentiellement, il devrait revenir pour le top 14. Alors, est-ce que ce sera Castres, est-ce que ce sera Toulon? On ne sait pas. Mais on espère quand même le voir parce que Biel Biarré, c'est acté. Lui, il part en vacances. Ouais, Louis, là, il faut qu'il se repose. Donc, c'est bon, il a ses données. En plus, il s'est pas blessé, c'est bon, nickel. La semaine de vacances, il va pouvoir récupérer un peu et refaire des sprints contre Toulon. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane, toi, de... Ah, mais moi, de toute façon, à chaque fois, ça me fait peur. Enfin, franchement, il n'y a pas une équipe qui me fait pas peur.
Quand c'est l'UBB avec ces éclairs de partout, c'est encore pire. Mais enfin, franchement, le top 14 est quand même assez dense. Il n'y a pas une équipe. Alors nous, l'année dernière, on a perdu à domicile contre Perpignan, Montpellier et qui était pourtant au fin fond du classement. Ouais. Donc bon, on n'était pas dans une. Mais en plus, le jeu proposé était intéressant. Enfin, je vois pas. D'ailleurs, au classement, il n'y a pas une équipe larguée comme du temps de où Perpi gagnait pas un match et restait à 5 points toute l'année, ou des choses comme ça. Nous, on est à 10 points des deux premiers. D'habitude, les deux premiers trustent 20 points d'écart avec le reste de la troupe. Donc, il y a des points qui sont disséminés ailleurs, et le dernier, il a 15, je crois, Vannes. Donc, on voit bien que, un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que les points, de toute façon, ils vont ou à une équipe ou à l'autre. On peut pas. Donc, s'il n'y a pas 20 points d'avance en haut, ça veut dire que ça s'est disséminé un peu partout. Et d'ailleurs, il reste trois équipes invaincues. Donc, franchement, il n'y a pas une équipe qui me fait pas peur. Oui, qui ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que c'est pas tant que toutes les équipes. Peut-être que les miens me font peur des fois. Surtout. Oui, on a tendance à être plus pessimiste. Voilà. Je suis pas pessimiste. Je dis toujours, on n'est jamais à l'abri d'une victoire avec mes chouchous du CO. C'est optimiste, ouais. Ouais. Et ils ont des fois des fois on part à l'extérieur. Tu dis, mais ça a toujours été ça le CO. Les victoires en finale, c'est toujours oula, on y va. Et puis oui, chouette. Et puis finalement. C'est passé. Et puis c'est passé bien, mais non, on a le talent, on a les capacités, mais on le voit bien. Les matchs, il y a des faits de match, il y a des blessures, il y a des choses qui font basculer. Ça reste du sport. Donc, bon. Avec deux équipes en plus qui ont tendance à prendre beaucoup de cartons jaunes, en tout cas sur le week-end dernier, effectivement, il pourrait y avoir des faits de match. Côté UBB. Moi, je pense qu'on pourrait même peut-être voir la première de Zinedine Awad. Il était du déplacement en Ulster. Je sais pas si Poirot s'est pas fait un peu mal là-bas. Oui, il est sorti, non ? Donc, il est sorti pour moi. Alors il est sorti sur carton jaune. Oui, déjà. Déjà, et puis oui, après il est sorti en deuxième mi-temps pour laisser la place à Boniface. Mais il me semble avoir vu un petit quelque chose. Donc je me demande si on verrait pas ce. Ouais, il me semblait qu'il était. Zinedine Awad. Nous, voilà, bon, en nous tout on cas, a un revenant, le champion olympique. On a Zegdar qui est revenu. C'est vrai, qui était avec le Seven. Ouais, et il a réattaqué lundi, aujourd'hui. Parce qu'on a trop de blessés et en Badiang c'est longue durée et voilà. Ouais. Et comme il pourrait nous dépanner au centre ou à l'aile, il est revenu pour boucher les trous dans la coque. Mais on pourra peut-être même voir un champion olympique alors. Je sais pas s'il sera de ce match-là, mais enfin bon, après le 7 c'est pas le 15, mais vu les performances qu'il aligne à 7. Il a des cannes. Il a pris beaucoup d'envergure. Beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ce match. Ouais. Samedi, 21h. Ça va être intéressant. J'ai aucune idée de la météo dans le Tarn ce samedi soir, mais. Pour le moment, il fait généralement, froid. c'est mieux que chez nous. Ouais, voilà, il fera froid. Toi, tu seras au match ? Oui. Comme d'habitude ? Oui. Ok. Bon, on te souhaite un très bon match, en tout cas, Morgane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de nous présenter un peu ton équipe et tes chouchous, comme tu dis. Si nos auditeurs veulent voir tes créations, tes illustrations, ça se passe sur la page Rugby Comics sur Facebook et Instagram. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Morgane, à très vite et bon match. Bye. Et nous, on passe tout de suite aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver, si on pète pas le boulard, ça va aller. Côté actualité du club, alors le destin de notre cher Jefferson Poirot se précise. Alors, on a eu des nouvelles la semaine dernière, mais on n'a pas eu du coup l'occasion de retourner là-dessus avec Yann dans les UBBistes. Il était longtemps annoncé du côté de Brive, club qu'il a connu un peu plus jeune.
mais il serait apparemment en très bonne voie pour signer 2 saisons supplémentaires en Gironde. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Pour l'instant, oui, c'est une très bonne nouvelle parce que, qu'on se le dise, ça reste notre pilier le plus régulier. Alors, bien sûr, en termes de potentiel, Boniface et Perchaud sont supérieurs, notamment Perchaud, et Boniface revient bien, mais voilà. Pour l'instant, c'est quand même le joueur à gauche qui est le plus constant. Alors après, je sais pas comment on va faire en termes de gestion d'effectifs, parce qu'on aura du coup 4 gauchers, qui est quand même assez important. Alors du coup, on va sûrement devoir prêter Awad, qui sera numéro 5, donc il va peut-être faire un stage en Pro D2. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si on a réussi à trouver un accord en plus, je pense que l'avantage, c'est qu'il a dû sûrement baisser son salaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc bon, ça doit pas non plus tuer le salaire cap. Donc, c'est ce que je me dis. Clairement, il a dû. Alors je sais plus quand. Je crois que c'est il y a quand même quelques années où il avait prolongé. Il était encore international, donc il devait avoir des grosses prétentions salariales. Là, j'imagine que s'il repart en plus pour 2 saisons, là où potentiellement on aurait pu lui en proposer qu'une, que sur ces 2 prochaines saisons, le salaire qu'il aura sera limité par rapport à celui qu'il pouvait avoir jusqu'à présent, et que du coup, un Poirot version 2020 coûte peut-être aussi cher, ou en tout cas dans les mêmes ordres qu'un Poirot 2025 plus à Louis-Marie. Oui, c'est sûr, je pense. Donc finalement, en termes de salary cap, ça ne met pas non plus une grosse épine dans le pied. Et puis Konorsa qui est toujours en pourparlers, visiblement. On attend de ces nouvelles à Connor. Ouais, mais ce serait bien ça. De toute façon, hop. Ce serait dans la logique, oui. Bon, oui. On en parle un peu toutes les semaines, mais parce qu'on espère avoir des bonnes nouvelles. Pourquoi pas à Chaban, à Toulon. En tout cas, pour Poirot, ça peut être pas mal de le célébrer parce qu'il le mérite, et s'il reste fidèle au club, ce serait bien de faire une petite fête avec en plus potentiellement le feu d'artifice à la fin du match, du Boxing Day. Côté mauvaise nouvelle par contre, Johnny Gray, notre deuxième ligne, sorti à la 25e minute sur blessure samedi. Apparemment, Yannick Bru, pour lui, c'est suspicion de grosse entorse, voire de fracture. On est sur une absence de quelques semaines, voire quelques mois là. Ouais, je pense que c'est plusieurs mois, ouais. Donc ouais, peut-être 2, 3, 4 mois, ça dépend. Bon, c'est la grosse tuile, parce qu'il enchaînait bien. La chance qu'on a, c'est que Coleman revient. Ouais. Et puis on va espérer qu'il soit là pour les moments les plus importants du club, quoi. C'est-à-dire les phases finales, donc fin mars, début avril. Début avril, ce serait l'idéal, pour qu'il ait un mois pour se remettre en jambes, et pour que mai-juin, il soit au top. Ce serait vraiment parfait, quoi. Ouais, très clairement, effectivement, on peut compter sur le retour de Coleman, donc le timing est pas mauvais, entre guillemets. Et quand il était blessé l'an dernier, c'était à la cheville aussi, ou c'était au genou ? Non, c'est au genou, ouais. Au genou, donc c'est quand même une blessure différente, donc c'est pas une rechute. C'est autre chose. Non. C'est l'avantage. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est sorti, on l'a vu après le match, avec une grosse botte de marche ce samedi. Voilà, on espère qu'il nous reviendra vite parce qu'il a été très précieux sur ce début de saison. Concernant les résultats, les Lions du Stade Bordelais se sont imposés. Bon, tarif normal pour les Lions. 52-17 à domicile face au MHR, et elles ont fait mieux que l'UBB du coup, avec 7 essais inscrits. C'est d'autant plus une bonne opération que Blagnac, qui talonnait le Stade Bordelais, s'est fait gifler en Auvergne sur le score de 38-0. Donc les Lions confortent leur première place avec 8 points d'avance sur Blagnac, et l'AS Romagna donc qui a battu Blagnac. D'ailleurs, les prochains matchs, les Lions se rendent à Blagnac ce week-end pour un choc au sommet de cette 9e journée. Donc une victoire clairement, les mettrait en très bonne position pour. Ouais, elles peuvent tuer la phase régulière, quoi. Mais j'ai l'impression que là, je vois pas comment on va pouvoir les empêcher de gagner encore un titre, parce que j'ai l'impression leur pack roule sur tout le monde. Derrière ça, des pattes, il y a une belle charnière. Elles ont tout pour mettre des branlées à tout le monde, quoi. Ouais, apparemment, c'est un peu ce qui est prévu, oui. Concernant les espoirs, les Réchelles, ils ont aussi signé un gros coup, puisqu'ils sont allés s'imposer sur le terrain du Stade Rochelet, 39-22. Bon, ils restent 3e de leur poule, mais plus qu'à 5 points de La Rochelle et toujours à 9 points de Toulouse. Le championnat reprendra, lui, en janvier. En tout cas, super performance des espoirs.
Ouais, en plus La Rochelle était invaincue chez elle, donc c'était la grosse équipe de ce début de saison avec le Stade Toulousain qui marche aussi sur tout le monde. Donc c'est une des premières fois où on a l'équipe au complet et on a vu que ça a bien roulé et visiblement des équipes qu'on a eu, il y a eu le petit Psyyen qui a fait qui a fait un très beau match. On avait présenté un épisode précédent si vous voulez chercher la présentation de Elijah Ipsayen. Et du coup, moi j'avais dit qu'on le verrait à la Coupe du Monde du Vin en juin, mais c'est pas impossible qu'on le voit dès le tournoi destination. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va être testé sur au moins un des matchs. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui. Et en plus, La Rochelle, ils avaient mis une belle équipe, non? Enfin, ouais, il y avait pas mal de... Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un petit joueur qu'on connaît. Ah oui, un petit joueur de chez nous, Reus. Après, il y avait le pilier aussi Kadouri, on avait Bosmorin, l'international U20, etc. Il y avait aussi le centre fidjien Doni Vuku qui est français d'ailleurs aussi, puisqu'il avait été appelé en Argentine. Alors, il n'avait pas joué, mais il avait fait avec le groupe des grands. D'accord. Donc ils avaient une belle équipe, mais visiblement, ils ont été dépassés partout. Donc, et Hugo Reus, du coup, joue en espoir avec La Rochelle. Mais le problème, c'est que lui, je pense que mentalement, il est au fond du seau là, donc il n'arrive plus à s'imposer. Il met plus un pied devant l'autre avec l'équipe 1. Donc là, il repart un peu avec les espoirs, quoi. Donc là, c'est un peu la catastrophe. J'avais vu une stat sur X qui était passée. Je crois qu'il est normalement son point fort, c'est le pied et notamment le but. Je crois qu'il a 40% de ses débuts de saison. Ouais. Donc ça montre qu'en fait, dans la tête là, ça marche plus trop, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un an, on le voyait tous prendre la place de Antoine Astoy à La Rochelle, et finalement c'est un peu tout l'inverse en tout cas. Et je crois qu'il est en fin de contrat, non? Ouais, c'est une possibilité. Alors j'ai lu ça. Alors je sais pas si des supporters Rochelet pourront nous confirmer, mais alors, après nous on cherche un numéro 3, alors on sait pas. Bon. Un numéro 3, ce serait du coup pas mal quand même. Hein. Bah ouais, en plus bon, ça reste un petit du club, donc il a tenté une expérience à La Rochelle, pourquoi pas. Pourquoi pas, on suivra. Bon, ça reste plus un souhait, un vœu pieux plutôt qu'une rumeur. Hein. Il n'y a pas eu de. Je crois pas qu'il y ait des rumeurs de discussion. Même si beaucoup de rumeurs récentes se sont avérées de toute façon fausses. Donc on suivra la re-signature ou non d'Hugo Reus. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la nouvelle rubrique pour vous présenter un ancien joueur. Présentez-vous, qui je suis. Les gars, qui je suis? Pour vous présenter cet ancien joueur que vous connaissez déjà, je vous propose, comme la semaine dernière, un petit quiz. Premier indice. Je rejoins l'UBB en 2010 et je participe d'ailleurs à la montée du club en top 14. J'ai aujourd'hui 36 ans et ma carrière de rugbyman est désormais terminée. Troisième indice. Je suis resté 10 ans au club et j'y ai disputé 219 matchs, donc vous avez sûrement dû en voir de ce joueur. Je jouais au poste d'ailier et j'ai inscrit 50 essais avec Bordeaux-Bègles. Ouais. Et dernier indice, j'ai ouvert un bar à Bordeaux qui porte mon nom. C'est facile ça, c'est bon. Tout le monde là. Tu l'as toi? Bah oui, c'est notre ami Blair Connor. Donc notre petit ailier qui est arrivé chez nous en 2010 comme tu l'as dit et vraiment ouais exactement avec sa planche de surf pour aller surfer à la Cano et Marty l'a récupéré un peu au col et lui a dit tu viens jouer avec nous, il y a un rugby avec des copains et c'est vrai qu'il s'est tout de suite intégré puisqu'il a été dans l'équipe type je crois 2010-2011 de Pro D2 et puis il nous a participé justement à cette montée avec ce match incroyable de la remontée contre Albi. C'est contre Albi je crois, ouais. Et alors pour ceux qui connaissent pas trop le style, déjà c'était un incroyable défenseur. C'est-à-dire que je pense que en 1 contre 1 c'était un des meilleurs défenseurs que j'ai vu. Quand même un peu comme des porteurs en fait. C'est un joueur qui allait chercher systématiquement les jambes, qui défendait hyper intelligemment, c'est-à-dire qu'il défendait avec la touche. Parce qu'en fait la touche est ton meilleur allié pour défendre
Donc il amenait les mecs dans le coin et après il les plaquait aux jambes ou il les amenait en touche, extrêmement fort. Et puis après c'est un mec qui dézonnait beaucoup et qui puait le rugby. Donc il marquait souvent des essais en allant au bord du ruck, etc. et en coupant les courses comme ça. Donc un super ailier qui a probablement été avec Taleboula, un de nos meilleurs ailiers de ces époques-là, quoi. Ok, Taleboula, peut-être qu'on sera amené à le présenter. Ouais, alors lui, c'est vrai que... Bon, en tout cas, clairement une légende du club. Ouais. Un des joueurs qui a le plus joué pour le club. Bon, moi, je connais plus le bar que le joueur, hein, mais en tout cas, non, il a forcément marqué le Chaban et même Moga de sa patte. Oui, clairement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder des highlights sur YouTube de Blair Connor. C'est la fin de cet épisode, le 10e épisode des UBBistes déjà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité toutes les semaines. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter le podcast. On est à peu près à 500 écoutes en moyenne en cumulé sur chaque semaine. Donc vraiment merci beaucoup. N'hésite pas à laisser une petite note sur Spotify, Deezer. On est d'ailleurs sur Apple Podcast. Je sais qu'il y en avait qui le demandaient. Voilà, alors en parler autour de vous, à partager ce podcast. Merci beaucoup Yann. Et bien à plus mon Cyril. On se souhaite le meilleur pour samedi soir. Et ouais, on va espérer, ouais. Ouais, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi... J'ai peur de la décompression. Ouais, mais c'est mieux de décompresser ce samedi que le samedi d'après à domicile contre Toulon. C'est pas faux. Allez, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.